Dans notre pays, il faut savoir que les jeunes représentent 9,6 millions, ce qui est un enjeu très important. Parmi ces 9,6 millions, il y a 5,7 millions qui ont de 18 ans à 24 ans et 3,9 millions de 25 à 30 ans. Actuellement, en matière de logement, dans notre société, les jeunes sont actuellement confrontés à un véritable problème. Alors qu'ils sont en phase d'insertion progressive dans la vie active et de prise d'autonomie, ils rencontrent de grandes difficultés pour accéder à un logement, telles que la précarité de l'emploi, des ressources limitées, un loyer trop élevé et une solvabilité insuffisante. Donc je vous passe Bérangère. Merci Dalila. Alors je vais continuer sur les difficultés d'accès au logement des jeunes d'aujourd'hui. C'est une certitude. Les jeunes ont une réelle difficulté pour trouver un emploi, c'est-à-dire une précarité de l'emploi, en particulier un emploi stable. Les ressources sont limitées, de même que les montants de loyer et charges sont très élevés, donc inaccessibles pour les jeunes d'aujourd'hui. Et comme le disait Dalila, il y a une solvabilité insuffisante, c'est-à-dire que les salaires sont insuffisants pour pour soutenir les revenus des jeunes en fait. Voilà, par rapport, ils ont très peu de moyens. Ensuite, quel est le regard des jeunes face à ces problèmes ? Eh bien, il est pessimiste, ce regard. De façon générale, les jeunes portent donc un regard pessimiste sur l'accès aux jeunes. 82% d'entre eux considèrent qu'il est très difficile de se loger actuellement. Ensuite, au fil du temps. Alors, au fil du temps, 58% des jeunes d'aujourd'hui considèrent que l'accès au logement est plus difficile qu'il y a 10 ans et le sera encore plus. Donc ce n'est pas ce qui encourage le plus les jeunes actuellement. Pour cause, près de 2 tiers des jeunes, assumer le loyer sur le long terme est devenu extrêmement difficile. Donc les jeunes, ont du mal à se loger, mais en plus c'est très difficile pour eux. D'accord ? Avec quelques chiffres, nous allons donner quelques chiffres des difficultés rencontrées par les jeunes. Si nous tenons compte des quelques chiffres, le point culminant des difficultés quotidiennes sont les difficultés financières représentées par 94%. Ensuite, nous avons aussi pour assumer le loyer, donc pour pouvoir payer le loyer, et d'autres difficultés financières. Bref, pour les jeunes, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir subvenir à leurs besoins de logement. Ils n'arrivent pas à se loger, ils ont des difficultés et ils n'ont pas les finances qui suivent aussi. C'est un réel problème actuellement. De plus, les offres que proposent les particuliers, par exemple, ne correspondent pas à la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de petits logements. Par exemple, pour les étudiants, pour qu'ils étudient, ils n'ont pas besoin d'un 40 mètres carrés avec 2 chambres. Un simple studio leur suffit. En plus de ça, les loyers sont trop élevés. Donc c'est vraiment un cercle vicieux que nous avons actuellement. Ce dont nous pouvons traiter, et ça sera les premières problématiques, ça sera quelles aides peuvent être proposées afin de faciliter l'acquisition au logement actuellement pour les jeunes. Voilà, je pense que ça sera la première question. Donc je la renvoie aux intervenants, s'ils veulent. Pas encore ? Donc voilà pour les attentes et les problématiques par rapport des jeunes par rapport à l'accès au logement. Donc un petit peu pour résumer tout ça, il y a un problème, on en revient à ce qui a été dit ce matin, on a un problème financier, c'est-à-dire que l'accès au logement n'est pas facile puisqu'il est dur d'assumer un loyer et tout ce qui peut être assumé derrière avec un logement. Un accès au logement difficile du fait des démarches qui sont pas simples et de l'information qui n'est pas forcément tout le temps au point. Et des démarches à trouver un logement, même si on arrive à avoir les finances, même si on arrive à faire toutes ces démarches, trouver un logement reste difficile actuellement. Donc maintenant, on va avoir un petit reportage et après nous reviendrons sur scène pour le débat. Voilà le reportage. Parlons d'une
population jeune, elle peut être informée que si elle le désire. C'est à elle, la jeunesse, d'aller chercher l'information. La santé des jeunes est essentielle. Nous souhaiterions donc savoir comment les pouvoirs publics s'en préoccupent. Aujourd'hui, la plupart des jeunes sont rattachés au foyer de leurs parents. Les parents dépassent malheureusement souvent les plafonds et donc les droits de CMU sont refusés. Et les enfants eux-mêmes, souvent, soit ils travaillent un petit peu et ça dépasse un petit peu le plafond et du coup ils se retrouvent coincés aussi à ne pas pouvoir ni payer de mutuelle, pardon, et en même temps la CMU leur est refusée. Et la plupart des jeunes aujourd'hui, même s'ils ont mal, ils restent à la maison, ils vont pas aller au docteur parce qu'ils savent que malheureusement il y a la CMU qui est pas à jour, ou alors ils font des dossiers de CMU, ils attendent des mois et des mois pour avoir les résultats et puis au bout du compte c'est non parce que justement ils déplacent les plafonds par rapport au peu de revenus qu'ils ont. Les salariés qui ont des revenus les plus bas n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle. Et donc, faute de mutuelle, sachant qu'ils vont devoir payer une grande partie de leur poche, ils n'ont pas recours aux soins. Aujourd'hui, dans le Vaucluse, l'accès au logement est un enjeu pour les jeunes de 16 à 30 ans. Qu'en est-il actuellement ? En ce moment, l'accès déjà au logement tout court est très difficile. Alors, je pense que pour les jeunes ayant un pouvoir d'achat assez faible, je pense qu'ils ont difficulté à trouver un logement, ne serait-ce par rapport au salaire, tout ça. Surtout les étudiants, ils en bavent pas mal, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de particuliers qui proposent des logements pour les jeunes, pardon. Et du coup, voilà, souvent on est obligé de passer par des agences et quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire. Du coup, voilà. En fait, moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations, surtout dans les lycées, pour après quand on veut partir l'année d'après, ils devraient faire des petites pubs ou quoi. Et peut-être pour les aides financières, tout ça, je trouve qu'on n'est pas trop renseigné, pas trop aidé. Voilà. La CAF fait pas mal de choses pour les jeunes. Les agences, c'est un peu dur, surtout au niveau des garanties qu'ils demandent. Il y a un manque de confiance en nous qui est vraiment palpable et ils nous demandent de plus en plus de garanties. Donc au niveau accès au logement, c'est vraiment de plus en plus difficile pour nous les jeunes. J'ai moins de 25 ans pour le moment, quoi, et j'ai pas encore droit à des ressources mensuelles, quoi. Donc je vis avec les sous qu'on me donne au jour le jour, quoi. Voilà. J'ai déjà fait à la mission locale des demandes je sais plus comment ça s'appelle, quoi, un revenu pour c'est le FAGE, Fonds d'aide aux jeunes, quoi, mais comme je dis, ils me demandaient de suivre un parcours PLI pour l'insertion, tout ça, et voilà. Il n'y a rien du tout. Tu peux aller au CCS, ce qu'on appelle ici le centre communal d'action sociale, qui vous donne des bons pour manger, c'est tout, quoi. Et encore, c'est pas tout le temps. À part la solidarité des gens, on n'a rien. Voilà, donc là on voit bien effectivement qu'il y a des problèmes de logement, d'argent. Et j'ai envie de demander aujourd'hui aux jeunes qui sont ici dans la salle et à Dalida et Bélorangère, quelles sont vos attentes aujourd'hui sur ce plateau ? Alors, au jour d'aujourd'hui, donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait diversifier l'offre des logements, développer la location dans le parc social, mixer les populations jeunes, étudiants et jeunes travailleurs, réactualiser les barèmes d'aide au logement par rapport à chaque situation et mettre en place des dispositifs visant à informer les jeunes, les orienter et les aider. Les jeunes actuellement n'ont aucune connaissance de recherche, ne savent pas où est-ce qu'il faut aller chercher un logement, un dossier. Et puis, par rapport à la problématique qu'on a vue sur le micro-trottoir, il y a de fortes demandes de dépôt de garantie. Un jeune qui débute dans la vie, qui recherche un logement, on lui demande 1 mois de loyer, 1 mois de garantie. Et généralement, financièrement, il n'y arrive pas. Et puis, il dépose des aides au logement. Et l'attente est très très longue pour que le dossier soit étudié. Voilà, un jeune a besoin que tout ça bouge et change. Alors, je voudrais savoir ce que les intervenants pourront dire à ce propos. Bon, donc on voit bien, là, les enjeux sont bien posés. Au niveau intervenant, puisque dans un premier temps, il va y avoir un aller-retour entre les jeunes qui ont posé la problématique, il y a un certain nombre d'intervenants qui ont été pré-signalés, avant un débat avec la salle évidemment.
Donc là, nous avons Vaucluse Logement, nous avons le Logis des Jeunes de Carpentras et nous avons la CAF qui sont présents pour nous permettre de pouvoir apporter un certain nombre peut-être de réponses, mais en tout cas d'avancer sur les enjeux qui sont posés. On commence par qui? Monsieur Gontard, sur Vaucluse Logement. Bonjour tout le monde, merci pour les questions que vous nous avez posées. Il y a plusieurs manières de rentrer dans le débat qui est le vôtre. D'abord, c'est d'essayer de se placer un peu aussi en termes d'offres et de demandes. Aujourd'hui, la demande qui est la vôtre, en termes de logement social, il faut savoir que c'est la même que l'ensemble de la population vauclusienne ou du Midi de la France. Vous avez 75% à peu près de la population qui est éligible au logement social. C'est dire donc l'immensité de la demande en face d'une offre qui est extrêmement réduite par rapport à cette demande. Ça ne signifie pas pour autant qu'il ne fallait pas apporter de réponse. Il faut arriver à se replacer dans ce contexte-là. Ensuite, il y a une manière qui a été celle du logement social de vivre une réponse au logement qui a toujours été articulée jusqu'à un passé assez récent autour de la famille, c'est-à-dire le couple constitué avec des enfants. Aujourd'hui, on sait très bien que la société a évolué et donc notre tâche est d'évoluer avec cette société-là. Et nous sommes confrontés donc à 3 problèmes. Le premier, c'est celui que vous posez, une réponse au logement pour les jeunes. Un second problème, c'est un vieillissement de plus important de la population, trouver des solutions pour les personnes qui sont en logement social et qui vieillissent dans le logement social. Et la troisième, c'est d'arriver à trouver des solutions pour des familles qui se décomposent et qui se recomposent. Vous voyez donc que c'est donc un ensemble de problématiques auxquelles on est confronté. On va rester dans le questionnement qui est le vôtre. D'abord, la difficulté de trouver un logement. Je ne vous parlerai pas du secteur privé parce que je n'ai pas cette prétention-là, je vais rester dans le champ du logement social. Rapprochez-vous, je vous dis bien rapprochez-vous de vos bailleurs sociaux. Je ne suis pas là pour faire la publicité pour Vaucluse Logement, nous sommes d'autres bailleurs sociaux sur le territoire. Allez vers les agences, posez vos problèmes, notamment en termes de dépôt de garantie. Il y a des solutions, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. En termes également maintenant d'approche en ce qui concerne la délivrance d'un logement. Envisagez, parce que nos logements sont ainsi constitués au travers de ce besoin familial global qui était celui-ci. Dans le patrimoine actuel, on peut trouver des réponses ensemble, notamment en termes de colocation. Vous avez posé des questions qui sont vraies, c'est-à-dire celle de dire on est jeunes, on n'a peut-être pas envie de se retrouver dans un 40, 50, 60 mètres carrés, on n'a peut-être pas des copains pour faire de la coloc, et on a envie d'avoir un truc à nous. Alors moi, sachez qu'en ce qui nous concerne, on est à l'heure actuelle en plein travail sur un concept de logement jeune. Sachant bien que la réponse en termes de création de ce concept-là, ce n'est pas moi qui vais l'avoir, qui suis président et qui ai 60 balais. Ce ne sont peut-être même pas non plus les gens qui sont chez nous, qui ont une culture qui est une culture d'entreprise qui a forgé le logement au travers de cette histoire que j'ai rapidement évoquée avec vous. Donc on est très demandeur à ce niveau-là pour trouver un concept qui soit un concept qui s'adapte effectivement à la demande de jeunes. Premier point. Deuxième point, ce concept donc, qui est d'ordre technique aussi, c'est-à-dire comment vous voulez un volume, comment vous allez l'habiter, comment vous le vivez, etc. Premier point. Deuxième point rapide, parce que je serai sans aucun doute un impénitent bavard, la problématique donc, du contenu du loyer. Si on met au point un concept, il faut qu'on mette en adéquation avec ce concept, effectivement, un loyer qui corresponde. Et le troisième élément aussi, ce que moi je souhaite vous dire, c'est pour ceux qui sont étudiants ici, ou ceux que vous contactez qui sont étudiants. En ce qui nous concerne, nous faisons du logement étudiant avec des tarifs spéciaux, la coloc et un chèque d'entrée pour équiper l'étudiant qui rentre dans le logement. Merci. Après, je me plierai volontiers à toutes les autres questions, y compris plus détaillées. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Alors, est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Est-ce que déjà ça a été, est-ce que vos questions que vous posiez ont été assez répondues ou pas? On va peut-être passer à... Peut-être... à monsieur. Et après, on ira sur le débat. Alors bonjour à tous, je me présente Paul Bagnol, je travaille dans un foyer de jeunes travailleurs à Carpentras, le logis des jeunes. Je suis responsable du service habitat. Et toutes les questions que vous avez posées et ce qu'on a vu dans le film correspond exactement aux situations que l'on reçoit.
Pour ajouter un petit quelque chose, nous avons à peu près 200 à 300 personnes qui nous sollicitent chaque année pour du logement. Sur ces 200 à 300 personnes, il y a à peu près 70% des jeunes que nous recevons qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors pour autant, on ne va pas rester sans rien faire, parce que vous avez posé des questions, mais si on reste sans rien faire et à pleurer chacun dans notre coin, on n'y arrivera pas. Il y a une chose à laquelle je crois moi énormément. Un, c'est d'utiliser les dispositifs. Je vais être très bref sur les dispositifs, mais je vais vous les présenter un petit peu. Je vais essayer de ne pas être très long. Et ensuite, il y a une deuxième chose à laquelle je crois énormément, c'est aux énergies de chacun. Et de toute façon, par rapport à ces défis, parce que ce sont des défis qui nous sont lancés, des défis qui sont lancés à notre société, et des défis qui nous sont lancés sur le plan local. Moi, je m'en tiendrai au plan local, modestement, à ce que nous essayons de faire. Quand je dis qu'il faut avoir toutes les participations de chacun, on est obligé de travailler avec les bailleurs privés, avec les bailleurs publics, avec les associations, avec les représentants politiques, avec un petit peu de bonne volonté de tout le monde. Je ne dis pas qu'on résout tout, mais on peut y arriver. Alors je vais vous prendre un exemple. Un jeune qui nous sollicite, qui n'a pas d'emploi, qui pour trouver du boulot se dit je vais créer mon entreprise, donc va rencontrer une association qui s'appelle Ri La Carpentras, il va essayer de se mettre à son compte. Ce jeune-là a très peu de ressources, il veut s'installer en couple, il ne peut pas accéder au logement. Ce que l'on peut faire éventuellement, c'est solliciter des partenaires auprès des bailleurs privés ou publics. On a la possibilité de faire de la sous-location. Et dans le cadre de la sous-location, de bénéficier des aides financières. Quelles sont les aides financières? Pour le paiement du dépôt de garantie, de l'achat de mobilier, éventuellement la garantie concernant le logement. Vous avez un dispositif national qui s'appelle le Fonds Solidarité Logement. Ce sont des aides là purement financières qui permettent de régler ces sommes-là et de donner des garanties aux bailleurs. Ça existe dans chaque département. Et dans chaque département, il y a des associations comme les nôtres ou comme d'autres organismes qui sont prêts à recevoir cette demande-là, à monter les dossiers et à étudier les situations. Et ce qu'on regrette souvent, nous, c'est qu'en fait, l'information, vous ne l'avez pas. Et c'est bien un des problèmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'existe rien et qu'il n'y a pas de solution, comme certains l'ont dit, et je le comprends. Mais en fait, il y a quand même des solutions et je crois qu'on a un gros travail de communication à faire, mais sur le plan national de partout, pour faire remonter un petit peu tout ça. Donc une fois qu'on a mis un petit peu en place ces aides financières, on arrive à sécuriser un petit peu les bailleurs, à établir un partenariat avec eux et avec un petit peu la bonne volonté des uns et des autres, on peut arriver à trouver des solutions. Ça ne sera pas la panacée, on ne va pas tout régler, mais il y a quand même quelques solutions qui existent, on pourra y revenir un peu après, mais je ne voudrais pas être trop long. Merci. Compris. Très bien, merci monsieur. Merci beaucoup. Bien, donc là, il nous reste, avant un petit reportage permettant ensuite de lancer le débat dans la salle, 2 petites minutes, peut-être une intervention de la CAF par rapport à la problématique qui vient d'être posée, et ensuite, ce que j'aimerais, après le reportage, c'est avoir encore un petit positionnement de Dalila et Bérangère sur ce qui a été dit, pour pouvoir relancer les interventions qui sont avec nous. Bonjour à tous. Donc, moi, je représente la caisse d'allocation familiale de Vaucluse. Et je me souviens aussi avoir été étudiant et avoir les mêmes problématiques que vous en ce qui concerne le paiement du fameux loyer. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est vrai qu'on a tendance à voir la CAF comme une structure qui aide, on va dire, la cellule familiale. Et dans cette cellule familiale, il y a aussi les jeunes. Et nous avons deux départements qui composent la CAF. Un département, on va dire, prestations légales, que vous devez certainement connaître tous, où on retrouve les aides au logement. Et un département qui est l'action sociale, et qu'on ne sait pas forcément, puisque vous parliez de communication tout à l'heure, on ne sait pas forcément que la CAF finance les foyers des jeunes travailleurs, par exemple. Et donc effectivement, c'est pas du financement direct pour les étudiants, c'est du financement indirect, mais qui va de toute façon à un moment donné les aider dans leur vie au quotidien, et notamment vis-à-vis des charges de loyer. Donc juste dire qu'il y a 3 types d'aides au logement, et si vous voulez avoir plus de renseignements techniques, je vous renvoie vers le stand de la CAF qui est là-bas. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qui a été dit par les institutions, mesdemoiselles? En fait, est-ce que la CAF peut proposer pour que les dossiers soient traités plus rapidement? Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer? Et est-ce qu'ils peuvent ouvrir une cellule ou autre pour accueillir ces jeunes?
Alors, je vais essayer de répondre à votre question. Vous savez qu'on essaye de s'améliorer, hein, tout le monde est perfectible. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait tendance à avoir des délais en termes de liquidation de dossiers, notamment d'aide au logement, qui étaient très longs. Et aujourd'hui, on utilise comme tout le monde Internet. Il y a la possibilité, à partir du moment où... parce que c'est vrai que nous, on intervient surtout dans le maintien au logement plus que dans l'accès au logement, au travers notamment des aides au logement. Et il y a toujours possibilité sur Internet, donc sur le site de la CAF, de retirer les imprimés nécessaires, au lieu déjà de perdre du temps à aller à une permanence, retirer le dossier, ensuite il faut le ramener. Et c'est vrai qu'on a étendu nos permanences aussi sur tout le Vaucluse. Et les délais, par contre, j'insiste là-dessus, parce que c'est surtout ça qui est important, ont vraiment été réduits ces dernières années. Je ne sais pas si vous avez l'occasion tous à titre personnel de vous en rendre compte, mais il y a vraiment eu des progrès énormes de fait là-dessus. Après, on n'a pas forcément la main sur tout en local, parce qu'on dépend aussi de la Caisse nationale et on doit faire suivre les décisions qu'ils prennent. Merci. Alors, peut-être d'autres questions que vous voudriez poser? D'autres questions? Peut-être dans la salle, quelqu'un veut intervenir là-dessus, réagir par rapport à ça, par rapport à leurs propres problématiques? Bonjour à tous. En fait, ma question, c'est... Voilà. Je suis de nationalité étrangère et je suis venue ici en France légalement. Et je voudrais savoir s'il y a des solutions pour les jeunes de nationalité étrangère. Pour les aides, voilà. Parce que en fait, il y a un système, un dispositif qui fait que si on n'a pas une carte de séjour, on ne peut pas bénéficier des aides au logement ni de bourse. Donc, je voulais savoir si, à part cela, y a-t-il d'autres solutions pour ces jeunes-là qui vivent ici et voilà, parce que ils le vivent difficilement. Est-ce que vous avez compris? Mais je répète. Si, on a compris. Alors, quelqu'un peut répondre à cette question? Justement, pour les personnes étrangères, la difficulté du logement est quand même un problème évident. Alors, oui. Problématique de prise en charge. Je veux bien. Le problème, c'est que Kulthum, je la connais bien parce qu'elle est au logis des jeunes. Alors, je connais sa situation. Elle voulait expliquer un peu plus, mais je crois qu'elle n'a pas trop osé. Et en fait, elle est confrontée à un problème. Elle est venue faire ses études en métropole. Elle vient de Mayotte et elle a une origine donc non française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à un problème la concernant, mais on a beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation-là, qui arrivent en fait sur le territoire, mais la régularisation de leurs papiers n'est pas encore terminée ou n'est pas faite. Et le temps que ça se fasse, on ne peut pas considérer qu'ils sont en situation irrégulière puisqu'elle a l'autorisation d'être sur le territoire pour faire ses études, mais par contre, elle ne peut avoir aucune aide financière, aucune aide au logement et elle ne peut avoir absolument rien du tout. Alors, je dirais quelque part qu'on a la chance, je ne parle pas à mon nom personnel, mais il y a une structure sur le territoire comme il y en a d'autres en France. S'il n'y a pas ces structures-là sur le territoire pour accueillir des personnes comme Kulthum, Kulthum se retrouverait aujourd'hui à la rue, elle arrêterait ses études, elle retournerait peut-être dans sa famille et son avenir professionnel serait incertain. Par contre, par rapport à ta question concernant les papiers, etc., bien sûr, moi je n'ai pas de réponse parce que je ne maîtrise pas ce genre de choses. Aujourd'hui, elle est dans l'attente donc de son récépissé de titre de séjour. Elle a fait sa demande il y a 3 mois et on attend. Alors c'est vrai que par exemple, tout à l'heure je parlais des aides financières, on a débloqué toutes les aides financières pour elle, en alimentation, en logement, on a tout débloqué. Tous les dossiers sont passés, sauf que pour le déblocage des fonds, il faudra le fameux document. Tant qu'il n'y a pas de déblocage des fonds, tant qu'il n'y a pas de document, il n'y a pas de déblocage des fonds. Donc à l'heure actuelle, c'est notre structure qui porte. Mais c'est un réel problème pour ces jeunes-là. Kulthum est un exemple type et en France, il y en a énormément. Mais je n'ai pas la réponse. Merci. Alors, il y a eu une question aussi par un jeune sur Internet. Est-ce que la loi DALO, donc la loi DALO, c'est droit au logement opposable, peut-elle s'appliquer aux jeunes? Oui, ce qu'il est convenu d'appeler le DALO est tout à fait applicable aux jeunes. Hein. Il n'y a pas de restriction aucune, ni d'ailleurs de nationalité, du moins dans le champ du logement social, ce qui concerne cette possibilité donc d'avoir recours au DALO. Moi, je souhaite sur la partie qui a été évoquée donc tantôt vous dire la chose suivante.
On essaie d'apporter une solution aux jeunes étudiants. Je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Si vous en connaissez, lorsque se présente en amont la problématique donc, du logement étudiant, ayez recours à un bailleur social. Il n'y a pas que les solutions qui sont les solutions soit du privé, soit de la résidence étudiante. Nous sommes organisés, nous, à Vaucluse Logement, pour ça. Donc, venez nous voir et abordons ensemble la problématique de chaque cas. La seconde, c'est en ce qui concerne les jeunes salariés. Il faut savoir que les jeunes salariés, même si vous êtes en situation de salariat qui n'est pas une situation définitive, c'est-à-dire que vous soyez donc en CDD, il y a des solutions également pour accueillir les jeunes qui sont dans ce cas de figure-là. Les partenaires sociaux, moi je suis partenaire social, je veux dire, donc employeurs et salariés ont mis en place conjointement et coproduisent ensemble des moyens pour ça. Rapprochez-vous des bailleurs sociaux ou de ce qu'il est convenu d'appeler les collecteurs, c'est-à-dire le 1% logement. Vous avez, et notamment, des possibilités de dépôt, de garantie, et également de garantie sur les loyers qui sont accessibles à ces jeunes salariés. Et enfin, sachez que nous sommes très demandeurs. Alors, c'est vrai que là, on se projette plus sur l'avenir, mais je souhaitais, moi, l'aborder encore une fois avec vous. Nous sommes très demandeurs pour identifier le besoin physique en termes de logement. Qu'est-ce que c'est qu'un logement jeune aujourd'hui? En prenant quand même garde d'une chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on constitue non plus de la ségrégation. C'est-à-dire que la démarche, ce n'est pas de dire on va faire une résidence jeune, puis elle est coupée du monde, c'est que les jeunes entre eux. La réflexion, nous, qui est effectivement la nôtre, c'est d'arriver à continuer à assurer une mixité sociale. Cette mixité sociale, c'est à la fois la mixité des métiers, c'est à la fois la mixité des provenances, des origines, la mixité des générations, bien entendu, mais aussi la mixité des revenus. Donc, ce que l'on demande en contrepartie, si vous voulez, c'est bien de s'inscrire dans ce schéma qui est celui d'une mosaïque, qui est une mosaïque intergénérationnelle. Merci et pas bien. seulement une opération spécifiquement jeune. Alors, Monsieur Bagnol voulait aussi, alors vraiment en très court, peut-être intervenir très court, s'il vous plaît. Je vais être très bref. Une information que vous pouvez diffuser. Il y a de plus en plus dans les départements le développement d'agences immobilières à vocation sociale. Vous en avez une à Carpentras qui a une vocation départementale qui s'appelle Soligone. Et ces agences à vocation sociale s'adressent à tout public et ont établi aussi des relations avec des bailleurs privés, parfois publics aussi, pour pouvoir louer à des personnes étudiantes ou autres qui ont des difficultés financières. Il faut aussi faire remonter ça. Il y a des actions qui sont menées et dans les départements, ça se développe de plus en plus. C'est une aide éventuelle. D'accord. Donc on a vu qu'il y a quand même des actions qui sont mises en place pour aider les jeunes au logement. Mais moi, c'est une question que j'ai envie de poser aux jeunes. C'est est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que l'information vous arrive? Par exemple, on a parlé d'un fonds de solidarité d'aide à l'entrée au logement pour payer donc, la caution. Est-ce que les jeunes, peut-être dans la salle ou sur scène, vous êtes au courant qu'il y a ce type d'aide qui vous permettent donc de payer les cautions d'entrée, tout ça? Est-ce que vous êtes informé de tout ça? Est-ce que l'information vous parvient? Amandine? Alors moi je traite pas de ce sujet, mais c'est vrai que je suis concernée parce que moi j'ai eu un recours au Locapass notamment pour payer la caution. Mais c'est vrai que par exemple pour le cas de Vaucluse Logement, j'étais persuadée que les jeunes n'avaient pas le droit aux logements sociaux. Parce qu'il n'y a absolument pas de contact entre les deux et je pense qu'il est important de communiquer, que ce soit la CAF ou les autres institutions, de vraiment essayer de créer un contact avec les jeunes et une communication parce que tout ça, mais on n'en est absolument pas au courant. Donc, à part le Crous à la fac qui nous donne des informations et qui ne communique pas ces informations-là, il n'y a aucun dialogue. Donc, c'est vraiment la base de ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, je pense. Donc, une petite intervention de ce côté-là, peut-être une question. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit la jeune fille. Amandine? En sachant qu'on ne nous donne pas l'information, c'est nous, on doit en fait aller chercher l'information. Et je voulais parler aux représentants des offices HLM et tout ça. Quand on vient poser un dossier, moi j'aimerais au moins qu'il y ait une personne qui nous écoute et qui fait du cas par cas en fait. On vient poser notre dossier et on nous dit bon on vous rappellera. Et on rappelle, c'est toujours pareil. Je veux dire, communiquer avec nous, c'est pas grand chose. Je veux dire pour qu'on sache où on va, on en a besoin aussi de ça.
Donc voilà, je voulais intervenir par rapport à ça. On revient un peu sur la problématique de ce matin, qui est la même que pour l'emploi. C'est que on attend des deux côtés une communication, mais les jeunes il faut comprendre, je suis pas pour plaindre les jeunes tout le temps, parce que d'accord, il faut que les jeunes se bougent un petit peu, et l'agnac, tout ça, mais il faut aussi quand même faire un effort, parce que c'est des jeunes qui sortent d'un cocon qui est l'éducation, donc au lycée, au collège ou en fac, peu importe, ou même au travail, et on sort de ce cocon et on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être accompagné, et on a besoin qu'on vienne vers nous pour communiquer avec nous. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, on attend que les jeunes viennent à l'information, viennent chercher de l'emploi, viennent savoir s'ils ont des aides pour le logement, mais on n'ose peut-être pas venir demander. Est-ce que c'est pas peut-être aux institutions de plus venir vers les jeunes, venir dans les collèges, dans les lycées? On a toutes sortes d'informations quand on est au lycée, mais pas de ce type-là. Donc, est-ce que c'est pas peut-être à vous de venir? Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre en place des systèmes de communication comme ça, ou viendrez-vous vers les jeunes pour vraiment leur apporter cette information? Ce sera très vite. Je pense que nous ne pouvons pas terminer cette journée sans avoir une proposition qui structure quelque chose autour de la communication, quoi. C'est impossible parce que depuis ce matin, on n'arrête pas de dire, on n'est pas au courant, on ne sait pas, on n'arrive pas à communiquer. Alors il y a une grande contradiction parce qu'on dit que les jeunes aujourd'hui sont toujours ou sur BlackBerry ou sur iPhone et compagnie, que tout le monde communique à vitesse grand V, et en fait on s'aperçoit que ce qui représente l'essentiel de leur vie ou presque, là-dessus il n'y a pas de communication. Il faut qu'on règle ça, quoi. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Je voudrais juste informer, quand les jeunes quittent la fac ou le lycée, justement, généralement, ils n'ont pas l'information. Ils sont en train d'étudier et je pense qu'il faudrait faire passer plus d'informations pour la recherche de logement. Il nous reste 30 secondes, donc éventuellement, ça ce serait voir à la fin de la journée, parce que sur les autres thèmes, on va peut-être sûrement même retrouver ce problème de communication. Quel type de communication, peut-être y réfléchir avant de proposer quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Une antenne peut-être au sein, je sais pas, au sein d'une organisation, une antenne qui s'occuperait donc de communiquer auprès des jeunes dans les lycées, dans les universités ou quoi que ce soit, et de communiquer pas uniquement sur le logement ou sur l'emploi, mais sur vraiment tout, et vraiment leur donner de l'information et leur tendre l'information, et non pas attendre qu'ils viennent la chercher. Alors justement, Adri, je te coupe 2 minutes. Alors, Michel Gontard disait justement qu'il faut identifier le type de logement pour jeunes. J'ai envie de lui demander comment vous voulez faire, avec qui et quand. Alors on prend les questions dans l'ordre inverse qu'on les était posées. Quand, maintenant, on y est déjà nous dedans. Avec qui? Bien sûr, avec les usagers, avec les jeunes. Et moi, je suis très demandeur à ce qu'il y ait des jeunes qui apportent là-dessus la demande. Et avec, d'autre part, bien sûr, les professionnels. Et moi, je me suis attaché à ce que des jeunes qui sont en architecture aujourd'hui, donc dans le métier, en l'occurrence donc du bâtiment, ceux qui nous mettent en place les structures donc de ce qui est le logement, pour moi, non pas d'après-demain ni même de demain, soient également associés, parce que je crois plus que ce sont les utilisateurs qui vont avoir, qui ont 20, 30, 35 ans et des archis qui ont entre 30, 35 ans qui sont susceptibles de nous apporter le type de réponse. Après, nous, il faut qu'on mette cela en équation pour pouvoir arriver à sortir, pardonnez-moi de l'expression, le produit qui correspondent à la demande qui est la vôtre. Mais j'ai le même problème, je vous le disais tantôt, entre autres aussi pour les personnes âgées, quoi, hein. On est confronté aujourd'hui à un ensemble de problématiques qui sont des problématiques très spécifiques. Je dirais pas de niche, mais très spécifiques. D'ailleurs, une des questions a été posée. Bon, quand on arrive, on nous interroge pas suffisamment, on n'arrive pas à saisir. Alors, c'est vrai qu'on essaie de s'appliquer à ce qu'il en soit ici, chez nous, à Vaucluse Logement. Moi, je suis pas ici le porte-parole de mes collègues, ni de mes confrères, mais la démarche qui est la nôtre, c'est de s'inscrire dans un logement pour tous, économiquement accessible à tous. Voilà. Merci. Alors, vous disiez justement que vous faites appel à des professionnels pour créer les logements. Est-ce que, par exemple, des jeunes qui sont ici, ou tout le monde, peuvent venir donner leur avis, justement, et répondre aux besoins des jeunes, réellement, de eux, ce qu'ils ont besoin? Oui, en termes clairs, exprimez-vous, qu'est-ce que vous appelez un logement pour vous?
Est-ce que c'est un truc qui fait, alors pardon, on ne va pas le faire maintenant devant tout le monde, qui fait 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, une seule pièce, 2 pièces? Est-ce que vous vivez ça avec des cloisons, sans des cloisons, etc. Parce que pour nous, c'est ça la réalité, je veux dire. Il faut qu'on traduise ça dans des faits qui sont ceux que vous souhaitez voir réalisés. Excusez-moi. Juste pour répondre à ça, je pense que les attentes, elles sont, par rapport à ça, à ce niveau, elles sont simples. Surtout que, bon, en général, il y a des spécialistes qui font des études sur plein de choses comme ça. On sait très bien qu'un jeune qui se lance dans la vie active, qui commence à avoir son premier CDD ou même un CDI, ne cherche pas un T2 ou un T3, il va seulement chercher un studio, avec un petit coin cuisine, mais pas un 18 mètres carrés, mais quelque chose de raisonnable, pas forcément très grand, mais au moins pour avoir son chez-soi. Tout simplement. Et on remarque quand même que je vis sur la commune du Pontet et il y a pas mal de logements qui ont été faits sur la commune du Pontet. Par contre, c'est des résidences où c'est souvent des T2, des T3, et quand on est tout jeune, qu'on se lance comme ça dans la vie active, assumer un T2, c'est soit se mettre en couple, soit se mettre en colocation. Et en colocation, c'est pas forcément le but de chacun. Donc les attentes, je pense que elles sont un petit peu claires quand même. Hein. Excusez-moi. Mais... Est-ce que les jeunes veulent encore s'exprimer sur le plateau face à ce qui a été dit? Moi, pour revenir pour le président de Vaucluse Logement, moi je pense que c'est pas la communication le problème, c'est l'accessibilité de l'information. Parce que oui, je suis d'accord avec le fait que les jeunes, c'est pas forcément aux institutions de toujours venir vers les jeunes, mais c'est aussi aux jeunes un peu de se bouger, d'aller chercher. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès à ces informations. C'est pas la communication en soi, c'est qu'on ait accès, qu'on puisse savoir ça. Parce que on va sur le site de Vaucluse Logement, je crois qu'il n'y a pas de rubrique pour les jeunes. Donc c'est ça aussi qu'il faut, c'est rendre accessible l'information sur Internet. Voilà, comme il y a Amélie, la sécurité sociale, qui a sorti Amélie pour justement développer cet outil pour les jeunes. Donc je pense que c'est plus voilà. Alors, un monsieur va intervenir, j'arrive. Le dernier, et s'il vous plaît, monsieur. Alors, le dernier, un petit peu court. Après, on va sur la santé. Un peu court au niveau du temps, désolé. Oui, on va faire court. Simplement, je voulais savoir quel est votre moyen de communication habituel et privilégié. Parce que Facebook. Il y a plein de choses qui existent. Vous communiquez, vous jeunes. Quel est le moyen de communication que vous privilégiez, vous, quand vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un? Actuellement, je pense que les jeunes communiquent par Facebook. Vous avez un moyen de communication par Facebook. Qui est énorme. Ouais, par Facebook, c'est très bien. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, il faut que Vaucluse Logement, etc., ils squattent Facebook de façon à ce que, où ils envahissent, enfin je sais pas comment, ils envoient un virus en disant il faut que vous passiez leur information, mais il faut utiliser les moyens d'information qu'utilisent les jeunes. Parce qu'à chaque fois on cherche d'autres moyens, il y en a plein des moyens de communication, mais il faut partir de leurs moyens de communication à eux. Et la question... Parce que sinon on passera toujours à côté. La question que je vous pose, c'est quel moyen de communication vous utilisez pour communiquer avec les jeunes? Moi, je suis pas un communicant et j'ai pas à communiquer, moi, personnellement. Oui, mais je sais que j'ai des jeunes autour de moi, ils sont pratiquement tous les soirs et tous les jours, ils ouvrent Facebook dès que ils ont un moment. Alors j'ai dit, il faut faire quelque chose avec Facebook, puisque c'est ça qu'ils utilisent. Utilisons, voyons comment on peut utiliser Facebook pour que la communication passe. Voilà ce que je dis. Merci beaucoup. On va être obligé de clôturer sur ce sujet. Nous allons basculer maintenant sur l'autonomie, donc dans la santé, qui est un autre sujet très sensible. Alors je vais commencer. Donc nous allons entamer le second sujet de la table ronde, savoir la santé. Donc tout d'abord, pour mieux comprendre les besoins des jeunes en matière de santé, il est indispensable d'en définir le terme. Donc qu'est-ce que la santé? La santé est, selon l'Organisation mondiale de la santé, un état de bien-être total, physique, social et mental de la personne. D'accord ? Ce n'est pas la simple absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas malades ou infirmes que nous sommes forcément en excellente santé. D'accord ? Donc le travail qu'on va vous proposer, est un état des lieux sur la santé globale des jeunes. Donc je laisse la parole à Julie et Margot. Donc on va vous proposer de suivre avec le PowerPoint qui est juste à côté. Donc il faut savoir que la population... D'accord. Donc la population de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc il y a 18% des jeunes de 15-29 ans, contre 82% des autres. Donc on va passer aux différents comportements de santé. Donc on va commencer par l'alcool. Donc des petites définitions.
Donc l'alcool, c'est le liquide obtenu par la distillation de certains produits et qui possède un groupement hydrogène-oxygène. Donc une étude a été faite auprès des jeunes de 17 ans qui déclarent avoir un usage d'alcool régulier. Donc en 2003, les chiffres étaient de 12%. Et en 2008, de 8%. Donc on voit que les chiffres ont diminué en 5 ans. Ensuite, on passe aux différences entre les comportements des hommes et des femmes. Donc là, l'étude elle a été faite chez les étudiants de première année d'université de 18 à 24 ans. Donc chez les hommes, il y a un usage d'alcool régulier de 11% contre 5% chez les femmes. Et au mois précédent l'enquête qui a été menée, 31% des hommes répondent avoir eu une ivresse précédant le mois contre 17% des femmes. Donc ensuite, on passe au tabac. Donc le tabac, c'est un produit à fumer, à prise ou à chiquer, fabriqué avec des feuilles séchées et riche en nicotine d'une plante herbacée. Donc au niveau du tabac, en 2005, les hommes consommaient du tabac à 34% contre 30% des femmes. Et en 2008, 35 contre 28. Le cannabis. Donc le cannabis, il s'agit d'une plante dont on tire un stupéfiant appelé hashish. L'usage de stupéfiants, même de façon occasionnelle, entraîne une dépendance et des troubles graves. Donc les chiffres des jeunes en région PACA est de 17% contre 13% au niveau national. Donc on voit qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est au-dessus de la moyenne. Ensuite, l'alimentation. Donc là, la définition est un petit peu plus longue, donc je vais vous lire juste la première phrase. L'alimentation, donc c'est le procédé par lequel notre organisme assimile la nourriture et assure son propre fonctionnement. Donc là, il faut savoir que l'alimentation, c'est la base de la santé. Donc on a posé quelques questions. Donc en 2008, 43% des personnes âgées de 18-34 ans avaient fréquenté une restauration rapide, contre 12% pour les 55-75 ans. Pour ce qui est des plats préparés, donc 20% des 18-34 ans et 2% des 55-75 ans. Donc maintenant, la santé au niveau de l'activité physique. Donc on appelle activité physique tout mouvement produit par les muscles squelettiques, responsable d'une augmentation significative de la dépense énergétique. Donc là, les jeunes nous répondent qu'il y a double possibilité. Donc soit les jeunes ont une activité physique intense, soit aucune activité physique. C'est ce qui est ressorti. Donc ensuite, au niveau de la sexualité, donc on vous a proposé quelques définitions aussi. Donc la sexualité, c'est l'ensemble de comportements liés au sexe. Donc on a pensé qu'il fallait faire aussi une définition de la contraception. Ensemble des moyens employés pour provoquer une infécondité temporaire chez la femme ou chez l'homme, c'est-à-dire les différentes méthodes qui ont pour but d'éviter tout simplement une grossesse. Donc la pilule du lendemain, donc c'est une méthode de contraception d'urgence. Son emploi doit être exceptionnel. Donc on a fait une étude au niveau du préservatif. Donc le préservatif, c'est un moyen de contraception, mais qui protège aussi contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc là, on a fait une étude sur les personnes n'utilisant pas de préservatif lors des rapports sexuels. Donc 19% des hommes en 2005-2006 contre 31% des femmes. Merci Julie. Donc après ces comportements de santé, moi je vais plus aborder là maintenant la mortalité des jeunes. Donc il faut savoir que le taux de mortalité des 15-24 ans a quand même diminué en 20 ans. Et le taux de mortalité selon l'INSEE, c'est le nombre de décès de la population totale moyenne. Les principales causes de mortalité chez les jeunes sont les accidents de la route et le suicide. Donc, en ce qui concerne les accidents de la route, une étude a été menée en 2004 sur une population de 15 à 25 ans. Les jeunes représentaient 12% en région PACA et 30% d'entre eux ont été victimes de la circulation. Il faut également savoir que le risque est 2 fois plus élevé en région PACA, le risque d'accident, et que le pourcentage de victimes de la circulation en 2 roues est de 51,4%
contre 42% en voiture. Et je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis que les décès de nuit et le week-end sont le plus fréquents chez les jeunes de 15 à 25 ans puisqu'ils représentent 56% des victimes de la circulation. En ce qui concerne le suicide, donc je vais vous donner une définition du dictionnaire de la psychologie qui est un acte délibéré et volontaire par lequel l'être humain se donne la mort à lui-même. En 2005 et 2007, 18% des jeunes de 15 à 24 ans se sont suicidés pour différentes causes, comme les troubles psychiatriques, les histoires familiales de suicide ou de troubles psychiatriques, des événements négatifs de vie ou des accès aux armes à feu. Je vais maintenant aborder la morbidité. Donc, c'est un terme que je tiens à définir, qui est un terme épidémiologique qui recense le nombre de personnes souffrant d'une maladie pendant une période définie dans une population. La morbidité d'une maladie peut se calculer à la fois avec l'incidence, qui sont les nouveaux cas, et la prévalence, qui est la somme de tous ces cas. Donc, en ce qui concerne l'obésité et le surpoids, qui sont des maladies morbides, pardon. Donc, le surpoids, c'est le stade qui précède l'obésité. Et l'obésité est un terme générique qui désigne un excès de masse adipeuse dans l'organisme. On le calcule avec l'indice de masse corporelle. Une étude a été menée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui, sur des étudiants en première année universitaire en 2005-2006. Et donc on observe que 16% des femmes étaient dans un statut de maigreur, que 12% des hommes étaient en surpoids contre 6% des femmes, et que 3% des femmes étaient en situation d'obésité contre 2% des hommes. Ensuite, nous allons maintenant aborder les problèmes de santé mentale. Donc, je vais définir la santé mentale. C'est une définition qui nous vient de l'Organisme mondial de la santé. Donc, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions de la vie normale, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Une étude a été menée en 2002-2003 et met en avant le fait que chez les hommes de 18 à 24 ans, 16% d'entre eux expriment des signes de détresse et que 33% des femmes expriment des signes de détresse. Ce taux important peut s'expliquer par la vulnérabilité des femmes qui est peut-être plus importante et dans une différence également de la perception des syndromes dépressifs. Ensuite, la prévalence sur 12 mois chez les étudiants. Donc on peut observer que 27% d'entre eux ont une prévalence de troubles psychiatriques, 8,9% à la dépression, 8,1% par rapport à des troubles qui sont liés à la consommation de substances. Et on observe que la présence de 2 troubles ou plus est déclarée chez 10% des étudiants. Oui, alors rapidement, pour résumer, le fait de ne pas avoir de recours aux soins et à l'érosion du capital de santé sont liés à des situations de précarité, mais également des situations familiales, c'est-à-dire qu'une femme vivant avec ses enfants a beaucoup plus de difficultés à se soigner, elle et les siens, qu'un couple jeune sans enfant en fait. Voilà. Donc c'est vrai que pour les jeunes, la santé n'est pas une priorité aussi au niveau de l'argent, c'est-à-dire qu'ils préfèrent peu consulter pour économiser. C'est-à-dire que par exemple, ils préfèrent mettre des moyens, payer leur loyer, la caution, les courses pour ceux qui ont l'essence, pour ceux qui ont une voiture, l'essence. Donc c'est vrai que ce n'est pas du tout une priorité pour eux, d'accord ? Donc économiquement et socialement parlant, il y a une possibilité également de déclassement du coup, parce que pas de soins, pas de moyens, donc
c'est un cercle vicieux en fait. Voilà. Donc ici sur le plateau, nous avons le planning familial, Martine Glavel et la mutualité française Moubé-Maurice, si je ne me trompe pas. Donc quelles sont vos attentes par rapport à la santé, par rapport au financement? Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Sûrement. Écoutez, ce que nous attendons, c'est-à-dire qu'il y ait que les étudiants, que les jeunes arrivent plus facilement à avoir une mutuelle en fait, une complémentaire santé en fait, parce que c'est vrai que peu ils ont de complémentaires, peu ils veulent se soigner, ils n'osent pas se soigner tellement que c'est cher en fait, tout simplement. Donc avoir plus facilement une mutuelle santé. Oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Je suis Maurice Mouet, donc je m'occupe de mutualité, la mutualité française. En fait, je voudrais vous expliquer que la mutualité française regroupe l'ensemble ou la quasi-totalité des mutuelles en France. La mutuelle étant quelque chose de différent de l'assurance, pour que vous fassiez la différence, entre une assurance qui va vous assurer en fonction des risques que vous courez, c'est-à-dire on va dire vous, jeunes, vous courez aucun risque, donc vous n'avez pas besoin d'assurance, vous, plus anciens, vous courez des risques, donc vous allez payer beaucoup plus cher. Donc le principe mutualiste, c'est un principe pour dire tout le monde va participer. Les bien portants et les malades vont participer à leur couverture. Alors plus précisément pour les jeunes de moins de 26 ans, étudiants, ils peuvent être couverts par leurs parents ou ils ont un système, mais je tiens à vous l'expliquer, un système mutualiste qui s'appelle la LMDE pour les étudiants. Faites attention parce que c'est un nom de mutuelle, mais ça n'est pas une, ce n'est que la sécurité sociale. Et donc, essayez de prendre un complément santé pour être couvert sur vos lunettes, sur les dents, etc., etc. Ça, c'est le premier regard que je voulais vous donner. Le deuxième, on constate malheureusement dans toute la mutualité française que la population des jeunes, c'est-à-dire de 16 à 30 ans, est peu couverte, puisqu'il y a plus de 15% de la population des jeunes qui n'ont pas de complémentaire santé. Alors on connaît les principes, On sait que quand on est jeune, on est immortel, on n'a pas la notion de tout ce que vous avez raconté sur le suicide, la mort, là, ce qu'a dit la future assistante sociale que je connais, puisqu'elle est dans un institut de formation et j'espère qu'elle va réussir. Donc, tout ce que vous avez dit, les jeunes ne le croient pas. On est immortel. Donc, je pense que c'est aux mutuelles à faire un effort. On est en train de faire des couvertures, nous, dans la mutuelle qui est la mienne, qui est la MNH, on appelle ça bonsaï, c'est-à-dire tout petit, puisqu'on a décidé de faire des nombres d'arbres. Ça coûte 9,80 € pour avoir une couverture hospitalisation, c'est-à-dire les plus graves, pour avoir des lunettes, pour avoir des choses simples, c'est pas grand-chose, pour avoir un tiers payant, qui est un moyen de ne pas payer quand on va à la pharmacie. Alors ceci dit, aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur pour nous, puis j'arrêterai là. Puisque le gouvernement, vous avez vu la nouvelle mesure qui vient d'être donnée, les médicaments remboursés à 35% ont été à 30%, puis aujourd'hui à 25%, c'est-à-dire qu'on fait porter sur le malade de plus en plus la charge. Et nous, la mutualité, on n'est pas du tout contre la sécurité sociale. On veut avoir une sécurité sociale, plus une complémentaire santé pour que les gens soient tranquilles. Et surtout les jeunes, parce que ça leur arrive pas souvent, mais quand ça leur arrive, ils sont très démunis. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait quelqu'un qui voulait intervenir? Non. Tout a été dit. Peut-être quelqu'un d'autre? Rapidement, parce qu'au niveau du timing, on est... Oui, ce qu'on peut peut-être rajouter aussi au titre de la sécurité sociale, que ce soit la caisse primaire ou la mutualité sociale agricole, c'est que pour ceux qui ne sont pas étudiants et qui seraient salariés, ce qui est important aussi à souligner, c'est qu'ils peuvent accéder à la couverture maladie universelle si jamais ils avaient des soucis d'affiliation, ou alors à une complémentaire dont une partie peut être prise en charge, puisque c'est l'assurance, c'est l'aide à l'acquisition de la couverture complémentaire. Donc c'est une sorte de chèque santé qui permet d'atténuer le coût de la mutuelle. Donc c'est aussi quelque chose d'important pour tous ceux qui ont des revenus faibles, qui ne leur permettent pas d'accéder à cette complémentaire, mais qui garantit au minimum donc le même niveau de remboursement. Merci beaucoup. Nous allons passer au reportage. Rapidement alors. Excusez-moi madame.
Oui, alors au niveau du planning familial, il faut savoir que le planning familial est une organisation qui reçoit toutes les jeunes filles et les jeunes femmes, effectivement, qui ont éventuellement des problèmes de sexualité, des problèmes de contraception. Il faut savoir que ça se passe dans l'anonymat le plus complet. Les problèmes de pilules du lendemain, de pose d'implants, etc. sont pris en charge gratuitement, toujours dans ce domaine de l'anonymat. Les jeunes filles sont reçues, ne serait-ce que pour une conversation concernant simplement leur sexualité ou concernant les rapports de couple qu'elles peuvent avoir. Il faut savoir aussi que le planning familial distribue gratuitement la contraception qui permettra de mettre en place cette réflexion que les jeunes femmes ou que les jeunes filles peuvent avoir au début de leur vie de couple ou leur vie sexuelle. À ce niveau-là, je pense que tout le monde sera d'accord dans la salle pour dire que le planning familial bien jouer son rôle de communication, puisque en général les jeunes filles sont bien au courant de des services qu'elles ont au niveau du planning familial. Alors là, on va passer à un témoignage sur les difficultés financières dans un reportage. Donc, je représente l'association CASA. CASA, ça veut dire collectif d'action des sans-abri. Voilà, donc le public de l'association CASA, ce sont les personnes qui sont à la rue, qui sont sans domicile fixe, les personnes autrement dites sans abri. C'est un public mixte, c'est-à-dire il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des couples, et c'est des personnes de tous les âges, de tous les horizons, de toutes les classes sociales et de toutes les origines. La particularité du lieu, c'est que nous accueillons les personnes avec les animaux. Et nous pratiquons aussi des formes d'autogestion dans le lieu et nous acceptons aussi les addictions. Voilà. Donc sur la question des jeunes, les jeunes représentent, on va dire, une bonne part des personnes accueillies sur le centre d'hébergement. Le centre d'hébergement a une capacité d'accueil de 24 places. Voilà. Et donc ces personnes bien souvent arrivent sans aucune ressource. C'est-à-dire que pour beaucoup, ils font la manche dans le centre-ville où ils survivent avec des petits boulots de ci de là, quoi. Le but de l'hébergement, c'est la stabilisation, c'est-à-dire à un moment donné essayer de trouver un petit peu d'équilibre et un petit peu de stabilité dans sa vie et petit à petit de reconstruire un petit peu l'environnement social, quoi. Et ça passe aussi par obtenir les ressources financières qui vont permettre de redémarrer un petit peu dans la vie. Et les ressources financières pour les jeunes ou même les moins jeunes, principalement, c'est le revenu de solidarité active, le RSA, qui peut permettre de nouveaux départs, quoi. Alors, on va peut-être présenter justement Amandine et Céline de l'AESAD. Bonjour à tous. Donc nous, on est des jeunes femmes et on va essayer de parler d'argent malgré tout. Plus proche. Je vais rapprocher ma bouche du micro. Alors, donc au niveau de l'autonomie financière, c'est quoi pour un jeune? C'est avant tout indispensable dans la vie de chacun, simplement pour pouvoir construire un projet de vie. Être autonome autant dans son logement, dans ses démarches administratives et dans sa finance, ça paraît complètement indispensable. À partir de là, on a fait un constat au niveau des chiffres. Il faut savoir que le taux de pauvreté en moyenne en France est 13% sur la population mondiale et sur les 9,6 millions de jeunes, elle atteint 21%. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Et non seulement au niveau de la communication, on va le voir plus tard et on en a déjà parlé, et aussi au niveau, bien sûr, des aides qu'on peut avoir et surtout qu'on n'a pas. Donc, au niveau régional, il y a 1 personne sur 3 qui a moins de 30 ans en région PACA, et l'autonomie des jeunes est plus difficile donc dans cette région que dans le reste de la France.
On est parti d'un constat toutes les deux avec Amandine. On s'est dit que ce serait bien qu'on prenne le modèle de, par exemple, François, français, lambda, qui est étudiant, qui est jeune, pour voir les dépenses qu'il avait par mois et voir quelles étaient les propositions qui étaient faites pour lui pour pouvoir justement subvenir à ses dépenses. Donc, il est étudiant. Par mois, ses droits universitaires, il se lève à 13 €. La Sécu, ça lui coûte 14 € par mois. La mutuelle, en plus, s'il arrive à se la payer. Les fournitures scolaires, elles s'élèvent à 15 €. Après, au niveau du logement, on a une caution de 14 € par mois, un loyer plus les charges qui arrivent à pratiquement 180 € et une taxe d'habitation à 12 €. Ensuite, on a le transport parce qu'il faut pouvoir se rendre à l'école et tout ça, 23 € par mois. L'alimentation, l'habillement, l'hygiène, ça représente 260 € par mois. Et ensuite, pour les loisirs d'hiver, parce que la culture est très importante dans l'épanouissement d'une personne, 76 €. Donc on arrive à un total de 600 € par mois de charges complètes. Donc à partir de là, on se pose la question, comment peut-il couvrir ses dépenses? Quelles sont les aides qu'il a? Parce qu'il faut savoir qu'un jeune, quand il fait ses études, il peut avoir des aides du Crous, du logement, on a vu ça un peu tout à l'heure. Il peut arriver à s'en sortir plus ou moins. Il y a quand même des difficultés, mais bon. Il faut savoir que quand il arrête ses études, il va se retrouver au chômage. Alors il aura peut-être pas eu toutes ces heures à CEDIC pour toucher une subvention à CEDIC. Par exemple, moi ça a été mon cas. J'ai un bac+2, j'ai fait de la fac, j'ai fait pas mal de choses, beaucoup de boulot pendant mes études. Je me suis retrouvée 8 mois au chômage. J'ai eu de la chance que ma mère ait une petite pièce dans son appartement parce qu'elle, pareil, invalidité, enfin c'est une grosse galère aussi. Elle a pu me prêter une petite pièce. J'ai pu vivre. Sinon, moi, j'avais 0 sur mon compte par mois. J'avais 0. Je pouvais pas avoir droit à CEDIC. J'avais pas droit. Enfin, je pouvais même pas prendre d'appart. J'avais pas de ressources, quoi. Donc, faut savoir ça. Donc, à partir de là, comment on fait quand on est jeune actif, qu'on n'a pas de boulot, parce que, enfin, on a beau avoir des études, de la culture, une expérience professionnelle dans tel ou tel domaine, si on n'a pas 1 an d'expérience minimum, on ne touche rien. On n'a pas d'emploi. Et enfin, c'est un peu. Si on n'a pas un bon relationnel avec les gens et qu'on rencontre pas les bonnes personnes au bon moment, c'est sûr faut sortir de chez soi. Ça, c'est une réalité. Il faut aller voir les gens, il faut rencontrer les associations, il faut pousser les portes, aller poser les questions à la CAF, à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas que Facebook. Hein. Moi, j'ai pas utilisé Facebook ou Internet pour trouver mes réponses. Hein. Mais c'est sûr que ce sera un plus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont un peu bougés au niveau politique aussi. Et qui ont fait pas mal de propositions. Il reste aussi aux personnes d'en haut à montrer peut-être un peu l'exemple. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut faire des restrictions budgétaires, c'est l'alerte. En même temps, on s'augmente 220% son salaire, on donne des voitures de fonction à tout le monde, enfin il y a plein de choses. Je pense que partir d'en haut, ça donnerait confiance aussi aux jeunes d'en bas. Ça leur donnerait confiance en fait, et se dire qu'ils peuvent pousser les portes et qu'on peut faire confiance à l'État et à la société tout simplement, quoi. Voilà, donc je vais passer le micro à Amandine, qui va vous parler des propositions et des exemples qui ont été faits dans d'autres départements. Donc, bonjour. Donc, sur le cas de François, cet étudiant typique, donc on a choisi vraiment un exemple concret au lieu de faire de s'attarder vraiment sur les textes, de voir vraiment ce qu'était la réalité d'un jeune. Et donc, on s'est vraiment posé la question de comment alors cet exemple de ce François pouvait couvrir ses dépenses. Donc il y a tout d'abord les parents, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'obligation alimentaire des parents de venir en aide et donc d'aider les enfants. Et c'est souvent aussi ça représente un signe d'inégalité aussi, parce que tout le monde ne peut pas se faire aider de la même manière par ses parents. Il y a aussi forcément, donc pour couvrir les dépenses de cet étudiant, les bourses d'études, le Crous, les APL, les petits boulots, et il y a aussi l'issue des prêts étudiants qui sont souvent à des taux très importants de 6%. Donc c'est quelques solutions qui peuvent être apportées pour que donc François puisse couvrir ses dépenses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une multitude en fait d'aides qui sont proposées aux jeunes, mais qui encore une fois ne sont pas bien identifiées en fait. Bon, pour faire bref, on a fait une liste exhaustive de ce qui était offert aux jeunes pour justement les aider dans leur vie, pour acquérir une autonomie financière et pour avoir des projets de vie. Il y a beaucoup d'aides qui concernent les étudiants. On a vu que la majorité des aides, donc les bourses de services publics, les bourses sur critères universitaires, les bourses d'études de mérite, l'allocation à ligne, beaucoup de choses concernent les étudiants. Mais il ne faut pas oublier que tous les 18-25 ans ne sont pas aussi étudiants. Donc c'est intéressant aussi de s'occuper à cette tranche-là. Et cette tranche-là, elle est concernée surtout par le RSA, donc la nouvelle aide de l'État.
qui donc fait beaucoup parler en ce moment. On peut dire que dans le département actuellement, 40 demandes de RSA ont été faites, ce qui reste quand même une aide dont beaucoup de gens parlent, mais que peu de personnes en fait demandent et auxquelles ils arrivent à obtenir. Donc voilà, après il y a aussi le RCA aussi dont on parle actuellement, qui s'adresse aux 18-25 ans, donc la classe en dessous de la population qui peut être touchée par le RCA, et qui s'élève uniquement à 250 €. Donc voilà en gros ce qu'un jeune peut demander comme aide pour acquérir sa propre autonomie financière. On a vu aussi, on s'est attardé aussi un peu sur le rapport Hirsch. Alors je ne sais pas si des gens connaissent le rapport Hirsch. C'est donc un rapport qui a été mené sur l'autonomie, notamment sur l'autonomie financière des jeunes, et elle a donné quelques objectifs et quelques moyens qu'on pouvait prendre en main pour l'existence de tous les jours des jeunes et pour les aider. Donc il y a une aide financière. Les propositions qu'il y a eu, c'est d'avoir une aide financière, un accès à la formation ou à l'emploi. Aussi pas de discrimination par rapport aux plus de 25 ans ou moins de 25 ans, parce qu'encore une fois on peut avoir plus de 25 ans et être encore étudiant, et on peut avoir 19 ans et être travailleur. Et il y a aussi été avancé l'argument de la création d'une banque non lucrative pour les projets jeunes, justement pour que les jeunes puissent emprunter de l'argent sans avoir des taux aberrants et qui leur poussent à rembourser beaucoup plus que ce qu'ils ont emprunté à la base. Et enfin, pour clôturer, on a trouvé lors de nos recherches en fait un département qui avait vraiment en fait une politique d'aide pour ces jeunes. C'est le département du Doubs en fait qui a lancé une expérience sur 7 ans. Donc c'est quand même un projet à long terme, mais sur lequel il mise beaucoup sur ces jeunes et il mise l'accompagnement des jeunes. Donc ça se passe en trois phases, donc une de 2 ans, une de 4 ans et une de 3 ans. Donc pour accompagner les jeunes, parce que le département s'est rendu compte que l'État forcément et les autres services publics ne pouvaient pas ou n'avaient pas la proximité de terrain pour justement accompagner les jeunes. Donc alors pour leur projet à court terme, c'est tout d'abord faire un état des lieux des actions qui sont menées en faveur de la jeunesse. Après c'est de mobiliser les acteurs de la jeunesse autour de contrats de partenariat, contrat de mobilisation pour permettre le lancement de cette expérimentation sur le terrain. Et enfin, donc la première phase, c'était engager une réflexion sur l'évolution des actions autour de la mobilité, du travail et des jeunes. Enfin, jusqu'à 2014, leur but donc à moyen terme est de renforcer le travail de partenariat avec les acteurs de la jeunesse, justement pour qu'il y ait cette communication qui se fasse entre les structures et les jeunes, et que donc l'information puisse passer correctement. Et donc le but à long terme à atteindre en 2017, c'est donc de généraliser cette action et cette expérimentation sur tous les départements, pour que justement tous les départements engagent ce travail de fond entre la jeunesse et les institutions. Et donc étant donné dans un département, ce qui est intéressant, c'est la proximité avec la jeunesse, que bien sûr, d'un point de vue national ou européen, les institutions n'ont pas forcément. Donc voilà, et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est que voilà, avec les différents intervenants, savoir vraiment ce que eux en pensent, la façon et la vision que eux ont de l'autonomie financière des jeunes et comment eux ils l'abordent en fait. Bien. Alors, par rapport à cette présentation, nous avons un banquier, un ancien délégué général du Crédit Coopératif. Alors c'est vrai qu'une banque ne donne pas de l'argent, mais elle a d'autres moyens d'action. Peut-être par rapport à ça, une réaction ? Oui. Un banquier, il ne faut pas en avoir peur, ce n'est qu'un commerçant. Et il faut simplement savoir lui parler et avoir le même langage que lui. Donc n'ayez pas peur. Beaucoup d'exclus du crédit sont des gens qui n'ont jamais poussé la porte d'une banque. Alors, comment séduire un banquier ? Vous m'avez rassuré parce que vous avez commencé par parler budget. Je dispose de 600 € et je ne peux pas en dépenser plus. A priori, vous pouvez venir voir le banquier car il est rassuré. Quand il fera un prêt, il sait que ce prêt sera dans votre budget et il sera remboursé. Mais en fait dans ce cas-là, il n'avait pas un budget de 600 €, il avait 600 € à payer par mois sans avoir de budget. Voilà. Non mais
ce qui est très bon, c'est de commencer un budget, non pas il faut toujours commencer par ses besoins. Et après, on voit comment on les couvre. C'était votre démarche et c'est ça qui m'avait plu. Alors, le banquier ne pourra toujours que prêter. Et un prêt, c'est quelque chose qui se rembourse. Donc, le banquier ne vous prêtera que s'il a un espoir d'être remboursé. La deuxième chose, le banquier a toujours peur des gens qu'il ne connaît pas. Tout va poser sur la confiance. Donc il faut créer une confiance. Pour un prêt de 1 000 €, créer la confiance entre quelqu'un qui vient de passer sa porte, il ne peut pas, ça va lui demander trop de temps. Et le temps, c'est un coût. Donc il ne pourra pas le répercuter sur son taux, donc il refusera le crédit. En ce qui concerne le crédit coopératif, nous nous sommes appuyés sur un savoir-faire, celui de Younous, tout le monde en a entendu parler, le microcrédit, et sur l'expérimentation qu'avait voulu M. Borloo en son temps. Et nous avons mis en place un système de microcrédit qui permet à des jeunes gens, ou moins jeunes, d'accéder au crédit. Alors, nous étions banquiers du monde associatif, et c'est avec les associations qu'on a essayé de répondre aux besoins. Les associations vous connaissent et connaissent vos projets. Donc nous avons délégué, je vais vite, nous avons délégué notre décision de crédit, par exemple, à l'UDAF du Vaucluse. Bien sûr, il y a des règles. Bien sûr, votre UDAF sera obligé de dire ce projet est porteur de richesse. L'acquisition de la voiture va permettre à cette jeune femme ou ce jeune homme d'aller au boulot et donc d'avoir un revenu demain, revenu qui va lui permettre de rembourser. Donc on va lui faire un prêt. Votre UDAF qui vous connaît va vous aider à accéder au crédit. Alors très modestement, le crédit coopératif a trouvé cette solution. Point. Non mais c'est déjà bien et ça met justement en avant la nécessité d'avoir des acteurs proches sur le terrain et en contact avec la jeunesse pour vraiment être en corrélation avec les attentes. Et c'est vrai que là-dessus, ce qui est intéressant qui vient d'être dit, c'est par rapport au microcrédit. La banque ne fait pas le microcrédit toute seule. Elle s'appuie sur des acteurs de proximité, tels que l'UDAF par rapport au département du Vaucluse. Et c'est toute cette pertinence qui est importante, c'est-à-dire c'est de se voir comment cette approche de confiance et auprès de qui, et on le revient par rapport à la problématique de santé tout à l'heure, la problématique de logement aussi, c'est comment faire en sorte d'accéder à cette information. Parce que demain matin, je suis sûr qu'on fait un micro-trottoir, en parlant du microcrédit, tout le monde ne sait pas que ça existe et auprès de qui. Donc on revient aussi sur comment se sensibiliser sur cette information-là. On en revient encore sur le même sujet, donc il faut que les jeunes s'approchent. Donc un jeune qui sort de ses études, qui a envie de travailler, donc il faut qu'il aille vers telle institution pour travailler, il faut qu'il aille vers telle institution pour avoir une assurance maladie, il faut qu'il aille vers telle institution pour avoir des aides, il faut qu'il aille vers telle institution pour avoir des crédits, donc on reste encore dans des démarches qui sont lourdes. Et pour le crédit, c'est vrai que quelqu'un qui est au chômage, qui vient de finir ses études, pour gagner la confiance de sa banque, ça reste vraiment un réel problème. Est-ce qu'il y a peut-être des jeunes dans l'Assemblée qui ont quelque chose à dire par rapport aux finances ? Par rapport aux difficultés financières ou quoi que ce soit? Non? Le débat est clos? Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Est-ce que vous avez fait le tour ou il y a d'autres questions que vous voudrez éclaircir? Non, moi je pense juste qu'il faudrait arriver à changer l'image que la population a des jeunes de manière générale. Parce qu'on a vu plein de sondages là-dessus, des gens, il y a plus de 51% de la population française qui ont une image super négative des jeunes, alors qu'on représente la richesse de ce pays, quoi. Donc je pense qu'à partir de ça, si l'image des gens jeunes, nous on aura aussi un autre retour sur nous-mêmes et on aura peut-être envie vraiment d'aller plus taper sur les portes aussi, aller demander des choses parce qu'on se dirait que peut-être que ouais, on est soutenu, on est reconnu. Et voilà, on peut le faire, quoi. Parce que là, c'est vrai que moi, je comprends des jeunes aussi. J'ai plein d'amis qui sont comme ça, qui, voilà, quoi, ils touchent le RSA et ils se contentent juste de ça parce que de toute façon, c'est la société aussi actuelle, quoi. Je veux dire, le problème, il est plus gros que ça, quoi. Mais voilà. En clair, on n'est pas le problème, mais on est peut-être la solution, non? Alors, est-ce que par rapport à ça, justement, il y a des choses à inventer? L'intérêt aussi de ça, c'est de se dire, après tout, tout n'existe pas, certainement, loin s'en faut. Il y a des
des personnes qui réfléchissent un peu partout, chacun peut-être de son côté. Et vous, comme ça, l'autonomie financière, ça passe par quoi? Est-ce que c'est, je dirais, quelque chose que l'on vous donne à un moment donné de la vie pour vous permettre de booster, pour vous permettre de sortir aussi à un moment donné pour avoir cette autonomie. C'est-à-dire que vous dites tout à l'heure, heureusement que ma mère avait cette petite chambre pour pouvoir m'abriter, parce que sinon, qu'est-ce que je faisais? Tous les parents n'ont peut-être pas la capacité à pouvoir reprendre leur enfant à un moment donné, même sur un accident de la vie. Hein, on peut être étudiant ou même salarié et puis se retrouver très jeune là-dessus, sur des problèmes. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que vous, à la limite, vous souhaiteriez? Comme ça, c'est bientôt Noël. Allez, on va faire une liste. Voilà. C'est quoi le rêve de l'autonomie? Moi, je vais reprendre ce qu'a dit Céline tout à l'heure, c'est que vraiment, qu'on ait de la confiance et que les adultes nous fassent confiance, quoi, parce que je pense que les jeunes ont vraiment un problème de crédibilité à l'heure actuelle, quoi. Je veux dire, qu'on parle à un banquier, qu'on parle à un employeur ou quoi que ce soit, déjà d'une, on a le droit de rien dire parce qu'on est jeune, donc déjà on n'a pas d'expérience, donc de quel droit on l'ouvre? Et quand on parle, non, personne nous donne une légitimité. Donc déjà qu'on nous fasse confiance, que les institutions nous fassent confiance, et qu'on nous appuie, et que là peut-être que oui, donc du coup tout s'enchaînera et on s'en sortira. Enfin, c'est ça aussi l'autonomie, de nous donner le pouvoir d'acquérir cette autonomie, quoi, en nous faisant confiance. Alors voilà, cette table ronde très riche, puisque vous avez vu trois thèmes abordés dans cette table ronde: le logement, la santé et l'autonomie financière. Très compliqué. Cette autonomie, c'est ce qu'on a vu par rapport à ce matin, parce que quand on a parlé ce matin de la formation, l'emploi, la problématique c'était comment un jeune est autonome pour pouvoir justement se débloquer, avoir cet accès à l'information. On s'aperçoit de quoi? C'est que souvent, un jeune se trouve dans un instant T, dans une situation donnée à un moment, qu'il n'arrive pas quelquefois à aller dans la période suivante, parce que il lui manque ces informations. Les informations peut-être existent ou peut-être pas, il ne le sait pas. On a vu qu'il a un certain nombre de moyens de communication, mais c'est pas parce qu'on a des moyens de communication qu'on sait où trouver cette information. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est: faut-il des lieux d'information? Faut-il un lieu d'information fixe? Faut-il que cette information puisse aller vers ces jeunes? Comment? Avec qui? Sous quelle forme? Voilà, je pense que les institutions, les associations doivent se poser ces problématiques-là. Autre chose aussi qui nous semble important, c'est plusieurs fois, et ça a été redit dans la dernière thématique, il faut nous faire confiance. Il faut nous faire confiance. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien ça, quoi. Un problème, c'est pas égal un jeune. Un jeune, c'est pas un problème. On l'a vu ce matin, une inexpérience, ce n'est pas une non-compétence. À un moment donné, c'est ça qu'il faut qu'on s'entende. C'est-à-dire que on est tous d'accord, on a été jeunes, mais à un moment donné, les jeunes ont l'impression qu'on a oublié d'être jeunes. Donc on est tous passés dans cette période-là. Donc il faut que ce dialogue puisse se recréer. Donc c'est ta problématique de confiance, il faut la créer de part et d'autre. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir des lieux où on puisse échanger. Qu'on puisse échanger, mais d'une manière, j'allais dire tranquille, c'est-à-dire sans préjugés. Donc cette confiance, elle est basée là-dessus. Les jeunes ont la capacité, simplement il faut leur donner les moyens de pouvoir exprimer cette capacité. Bien, donc je vous remercie d'avoir participé à cette deuxième table ronde.